fait son doctorat en chimie, c'est l'École internationale de Versailles. Et puis, il est le créateur de Parfums d'Empire, une entreprise originale, chacun votre truc. Ouais. Chacune notre petite tête, comme ça indépendante. Et les salles, celles qui sont trop, tu jettes. Oui. Jette jamais là-dedans. On jette où? Pour susciter peut-être une nouvelle vocation. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Parfum et chimie, un duo incontournable, puisque effectivement, depuis maintenant plus d'un siècle, l'évolution de la parfumerie se fait en parallèle de celle de la chimie organique, donc des chimistes qui vont soit synthétiser des molécules qui existent déjà dans des plantes, soit découvrir de nouvelles molécules. Donc on doit bien comprendre que synthèse ne rime pas forcément avec vulgaire, et Dieu sait si je suis un fervent défenseur et utilisateur de la matière première naturelle. Je pense que toute ma parfumerie le prouve. Mais la synthèse est quelque chose de complémentaire. On va le voir donc là. Et je voudrais commencer par parler du parfum, de son origine, et on peut dire effectivement que le parfum est divin, puisque le parfum est rattaché à Dieu, au Dieu, depuis toujours. Hein, et quelles que soient les religions, les croyances, les civilisations, les cultures, les peuples, quelles que soient les époques, donc l'origine du parfum, c'est Dieu, et donc les hommes vont offrir donc du parfum aux dieux, donc en guise d'offrande. Donc ce sont des fumées, et dans un premier temps, les hommes vont, depuis la nuit des temps, donc faire brûler différentes matières premières pour offrir aux dieux. Donc au départ, ce sont des écorces, des baumes, des résines, puis plus tard des larmes d'encens, des larmes de myrrhe, et au fur et à mesure des parfums beaucoup plus sophistiqués. Et tout ça en guise donc d'offrande, et pour implorer les dieux, implorer le pardon, implorer la protection. Et donc tout se passe à travers la fumée, donc qui est le langage donc des hommes envers les dieux, perfumum, à travers la fumée, qui va donc donner le nom de parfum. L'histoire en parfum, puisque le parfum va pouvoir décrire toute l'histoire de l'homme, hein, depuis le début. Et on situe le début de la parfumerie en haute antiquité, donc naissance dans les temples, donc toujours pour la religion, mais on considère que 15 siècles avant Jésus-Christ, chez les Égyptiens, eh bien, les religieux préparaient, concoctaient les premiers parfums. On va passer donc très rapidement, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, au Moyen-Âge, où là, contrairement à ce que recommande l'Église, l'Église recommande l'utilisation de parfums uniquement pour l'Église, pour la religion, eh bien, les gens les plus riches vont pouvoir se parfumer, puisque c'est la période, des longues périodes terribles d'épidémies, beaucoup de morts, beaucoup de cadavres en putréfaction. Et il y a une croyance à cette époque qui dit que l'odeur de la mort, l'odeur des morts est quelque chose de contagieux, et pour s'en protéger, eh bien, il faut se parfumer avec de belles odeurs. Et ces belles odeurs, ce sont des parfums qui sont accessibles uniquement aux nantis. Toujours au Moyen-Âge, il y a l'apparition de l'alcool qui est appelé esprit de vin, l'alcool qui est issu des premières distillations de vin. Toujours à cette même période, on a le premier parfum alcoolique, donc sur alcool, l'eau de la reine de Hongrie, qui a fait couler beaucoup d'encre, à qui on attribuait beaucoup de vertus. On passe directement au XVIIe siècle, où donc Versailles donc ruisselle de parfums, comme chacun le sait, mais souvent pour cacher donc la crasse. Et déjà, Grasse est un centre reconnu mondialement pour son savoir-faire dans le parfum. Et enfin, on arrive au 19e,
Donc, c'est la parfumerie moderne, la fameuse parfumerie moderne dont on va parler ce soir. Donc, c'est le début de l'industrialisation. On est en fin 19e. Et là, le parfum va commencer à se démocratiser, seulement commencer. Et avec l'industrialisation, il y a l'apparition d'une nouvelle classe sociale qui est la bourgeoisie. Et c'est cette classe sociale, les bourgeois, qui vont décréter qu'il n'est pas de bon ton que femmes et hommes se parfument de la même manière, donc un début de sexualisation, parfum pour femmes, parfum pour hommes. Donc les marques se sont jetées là-dessus, comme on le sait, il y a eu le parfum pour la blonde, la brune, la rousse, la femme fatale, la femme enfant. Donc heureusement, on s'éloigne de ça. La parfumerie moderne donc, arrive, fin 19e, c'est effectivement une grande révolution. Qu'est-ce que c'est la parfumerie moderne? C'est l'idée géniale du plus grand des parfumeurs, l'Ajaxien François Coty, qui a une idée absolument géniale, mélanger matières premières naturelles et matières premières de synthèse. Et donc ça s'est jamais fait. On est donc à la fin du 19e siècle, et là, grâce à ça, la parfumerie va passer donc de corporation à une véritable industrie, et tout ça grâce aux premières molécules de synthèse. C'est grâce donc aux chimistes que la parfumerie va évoluer pour accéder à cette parfumerie moderne. Il a fallu attendre que les chimistes puissent analyser ce qu'il y avait dans les extraits de plantes à parfum pour pouvoir synthétiser les molécules qui étaient responsables du parfum de ces plantes. Plus tard, ces chimistes vont inventer de nouvelles molécules qui n'existent pas dans la nature. Donc c'est François Coty qui a créé ces parfums qui sont restés mythiques. François Coty qui, hélas, est tombé dans l'oubli dans la tête du grand public. Et c'est lui qui a créé donc, notamment ces grands parfums. Donc il faut savoir que dans la parfumerie, les parfums sont classés en famille, les orientaux, les chypres, les fleuris, etc. Et le premier oriental, c'est l'ambre antique créé par François Coty, qui va donner naissance à cette famille, cette nouvelle famille de parfums. Alors aujourd'hui, on l'appelle orientaux ou ambre ou un ambré, c'est pareil. De même, le chypre de Coty qui est un schéma bien particulier en parfumerie et qui possède en note de fond notamment la mousse de chêne, mais ça serait trop long d'en parler. Donc, le chypre va donner naissance à cette famille de parfums qui sont les chypres, donc, et qui font partie des plus beaux parfums. Donc Coty va d'ailleurs apporter plus que l'invention de la parfumerie moderne. Il va apporter des choses qui nous semblent tout à fait naturelles et tellement banales aujourd'hui. C'est lui qui va inventer un corner, par exemple, un corner dans un grand magasin pour faire la promotion d'un parfum. C'est lui qui va inventer les flacons de luxe avec cette association, cette collaboration avec René Lalique et ses fameux très beaux flacons. Donc on lui doit beaucoup de choses, et il sera l'homme le plus riche de France, un des hommes les plus riches du monde, et il va mourir à 60 ans, seul et ruiné par son épouse. Donc, Coty-Guerlain, juste un mot tout de même, parce que tous les historiens spécialistes du parfum vous diront que avant un grand parfum Guerlain, là on parle des vieux Guerlain, des grands Guerlain, eh bien avant un grand Guerlain, il y a toujours eu un grand Coty. Donc Guerlain s'est toujours inspiré des parfums de Coty, dont l'ambre antique, dont le chypre, dont la rose Jacqueminot. Donc ça, c'est important à signaler. Donc, le parfum dans tous ses états, parce que le public pense toujours que le parfum, quand on parle parfum, c'est la parfumerie alcoolique, le parfum de luxe. Mais dans la parfumerie alcoolique, il y a le parfum, donc le sélectif, comme on dit, donc le luxe, mais il y a également la parfumerie dite courante, celle qu'on trouve dans les supermarchés ou dans d'autres endroits où le parfum est beaucoup moins cher. Il y a du parfum, ce qu'on appelle le parfum pour la maison, le parfum d'ambiance qui se développe beaucoup, donc on est toujours sur les mêmes concentrés parfumés, mais qui sont sur d'autres supports, un support bougie par exemple, ou autre.
Donc on est toujours dans la parfumerie, donc ça représente beaucoup de choses, la parfumerie. La cosmétique, donc appelée également body care, donc qui regroupe les produits de soins, hydratants, etc. L'hygiène comme le savon, les produits capillaires, shampoing, coloration, maquillage, tout ça c'est parfumé, tout ça utilise les mêmes matières premières que les précédentes, mais souvent à des coûts moindres. Parfumerie et cosmétique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les industries de la beauté. Les arômes alimentaires qui ont subi carrément une explosion, parce que les arômes alimentaires aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués et par exemple, si on parle que des deux arômes les plus produits dans le monde, qui sont les arômes fraises et les arômes vanille, eh bien les formules d'arômes de fraises ou de vanille sont beaucoup plus complexes aujourd'hui parce que le consommateur demande autre chose. Et enfin, la détergence qui représente un marché énorme, donc tout ce qui est produits de nettoyage des sols, des vitres, des lessives, des assoupisseurs, tout ça, ça représente donc beaucoup de monde, ça représente beaucoup d'argent et on va utiliser un grand nombre de matières premières, dont les synthétiques que l'on va voir là maintenant, qui seront communes à ces différents secteurs d'activité, à ces différents parfumages, même si ce n'est pas toujours le même type de parfumeur. Un parfumeur spécialiste détergent, ce n'est pas le même que celui de la parfumerie alcoolique et pas le même qu'un aromaticien spécialiste des arômes alimentaires. Donc, oui, arrêtons d'opposer naturel et synthèse parce que c'est complémentaire. Un parfum 100% naturel, eh bien, c'est extrêmement compliqué et c'est pas intéressant du tout. C'est pas intéressant parce que on ne dispose d'un orgue à parfum si on ne regarde que les naturels, qui est extrêmement étroit. On considère que grosso modo sur un orgue de parfumeur aujourd'hui, eh bien, on a 1/3 de matières premières naturelles, 2/3 synthèse et donc une créativité très limitée si on reste en 100% naturel. Et un autre gros problème du naturel, ce sont ces essences, ces extraits de plantes sont extrêmement puissants et c'est comme si on mettait des petites bombes entre elles, donc elles vont s'auto-étouffer et donc il n'y aura pas de possibilité pour chacune de ces matières premières naturelles de s'exprimer, elles vont s'étouffer. Donc, et là, on va le voir, l'intérêt de la synthèse là-dedans qui va venir éclater donc, ces matières premières naturelles pour les mettre en avant. Donc, et en 100% naturel, c'est très limité et puis olfactivement peu abordable parce que aucun d'entre nous ici n'est habitué, n'a senti du parfum 100% naturel, puisque je vous dis depuis plus d'un siècle maintenant, eh bien, on a des parfums qui présentent du naturel et de la synthèse grâce à la parfumerie moderne. Donc, le naturel et synthèse, donc c'est complémentaire et ça existe, comme je viens de vous le dire, depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle. Et aujourd'hui, comment on pourrait résumer très rapidement un beau parfum ou un parfum original? Eh bien, c'est un mélange. Et quand on regarde le top 10 des parfums, et je parle du top 10 des parfums qui sont en place depuis longtemps, pas les parfums qui font un bond parce qu'ils viennent de sortir et à coup de matraquage de pub qui se retrouvent dans le top 10 pendant 6 mois. Non, ceux qui existent depuis longtemps dans le top 10, eh bien, ils ont tous à l'intérieur donc de belles matières premières naturelles, de belles matières premières de synthèse, mais ça ne suffit toujours pas. Il faut que tout ça soit harmonieux, que tout ça soit mis en avant, que tout ça puisse s'exprimer. Et donc le troisième paramètre, ça s'appelle de la technique ou ça s'appelle de la créativité. Donc voilà, ce sont les 3 paramètres depuis plus d'un siècle qui font les beaux parfums. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc le naturel restera quand même et reste synonyme de qualité. Un parfum de qualité, un parfum de luxe, j'allais dire de vrai luxe, doit contenir du naturel et du beau naturel. On ne peut pas faire un beau parfum sans beau naturel. Ça, et
Donc indispensable, irremplaçable parfois le naturel, puisqu'on a des matières premières naturelles que l'on ne peut pas remplacer olfactivement dans un parfum. Je pense par exemple à l'essence de patchouli, à une absolue de cyste qui ne sont pas remplaçables. D'autres peuvent l'être, mais quand on n'a pas du naturel, par exemple un jasmin peut se reconstituer sans problème en 100% synthèse, mais si vous voulez vraiment de la naturalité, vraiment du facetté et du beau et du luxe et de la matière, il faudra quand même rajouter du naturel. Le naturel, donc, ça apporte beaucoup de choses, hein, donc c'est pour ça qu'il est irremplaçable quand même dans une composition de qualité. Il est très facetté, ça sera la grosse différence avec la matière première de synthèse. La matière première de synthèse, effectivement, elle sera, si on résume, beaucoup plus monolithique, alors que la matière première naturelle est beaucoup plus facettée. Elle est facettée parce que tout simplement, elle est composée de plusieurs dizaines, voire centaines de molécules différentes, et donc elle est facettée au même titre qu'un diamant qui va prendre la lumière sur ses différentes facettes. Donc, elle va davantage vivre. Le naturel va donner de la profondeur, de la richesse, d'une vraie sensualité, de la complexité et une originalité, et tout ça, ça résume à dire que l'on peut faire du luxe avec du naturel, et seulement avec du naturel, complété par de la synthèse, mais sans naturel, on ne pourra pas avoir tous ces apports. Alors, on va reparler des nouveautés de la recherche en chimie qui grâce à elle, peut faire avancer la parfumerie. Mais il y a également une recherche sur les produits naturels qui est extrêmement importante pour les parfumeurs. Et ces nouveautés, c'est aussi bien au niveau de la technique, par exemple au niveau de l'utilisation des solvants volatiles, et ça on doit beaucoup aux industriels grassois, qui ont pu mettre en place des nouveaux types d'extraction, comme aux solvants volatiles qui ont pu nous donner absolu et concrète. L'acier inoxydable est arrivé également à Grasse, c'est pour les cuves d'extraction, et des nouvelles techniques d'extraction comme l'extraction au CO2 supercritique. Également des nouveautés dans les matières premières. Le bourgeon de cassis, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, n'était pas utilisé parce qu'on ne le connaissait pas. C'est une des rares notes naturelles dans le type note verte en parfumerie, car toutes les autres, pratiquement dans les notes fruitées, la plupart des notes fruitées en parfumerie sont des notes de synthèse. Hein, donc le bourgeon de cassis est une des rares notes naturelles en notes fruitées. Ça a un côté un petit peu buis, un petit peu pipicha comme on dit. L'algue a fait son apparition et a pu apporter aux parfumeurs non seulement une facette marine naturelle, mais une facette animale à donc utiliser avec parcimonie. Le maté qui est une plante qui va pouvoir nous donner un côté thé, une facette thé, donc qui est utilisée dans tous les parfums qui revendiquent le thé, les parfums luxueux. Et la baie rose, qui est depuis quelques années la nouvelle épice qui a apporté ce côté montant, pétillant, très moderne, que l'on trouve un petit peu partout en parfumerie sélective. La synthèse, elle est indispensable, on l'a dit, indispensable pour magnifier le naturel. Parce que, normalement, la synthèse est là pour mettre en avant le naturel. Hein, on connaît tous les dérives, on va en parler, mais c'est là pour éclater, comme je vous disais, une formule 100% naturelle, ça s'étouffe, ça tombe. Hein, donc la synthèse est là pour apporter donc de l'éclat et mettre en avant le naturel. Ça permet d'agrandir la palette du parfumeur parce que contrairement à ce que croit le grand public, eh bien, la nature est beaucoup plus pauvre que les chimistes. Puisqu'on trouve, comme je vous disais, un tiers de naturel et 2 tiers de synthèse dans les nouvelles odeurs, hein, dans les nouveaux parfums. Donc, et la synthèse apporte des effets particuliers. Il faut bien comprendre qu'en parfumerie,
il y a l'effet, il y a deux types d'apports olfactifs. On va utiliser une matière première pour son odeur, pour sa senteur, hein, une essence de rose pour le côté rosé, fleuri rosé, mais également pour des effets particuliers, et là, des effets que ne peuvent pas donner la matière première naturelle. L'envolée, la légèreté est souvent apportée par des matières premières de synthèse. L'envolée, c'est au débouché du flacon ou quand vous pitez un parfum sur votre peau qui va vous donner le peps. Hein. N'oublions pas que l'acte d'achat se fait souvent sur les premières secondes, hein, j'aime pas, et donc notamment on peut penser aux aldéhydes, hein, qui sont utilisés en parfumerie et grâce à Chanel numéro 5 d'abord, on va le voir. La synthèse, les matières premières synthétiques vont souvent apporter donc, dans ces effets incontournables de la rondeur, du volume. Et oui, du volume. Et encore une fois, le 100% naturel, eh bien, ça s'étouffe. La synthèse, ça explose. Donc, c'est extrêmement important. De la ténacité et du sillage. La ténacité et le sillage, souvent apportés entre autres par les muscles. Vous savez que les muscles ne sont plus naturels depuis très très longtemps, et donc ce sont des muscles synthétiques et qui sont irremplaçables. Et aujourd'hui, les parfums sont bourrés de muscles, et c'est ce qui fait tenir un parfum, c'est ce qui donne du sillage, c'est ce qui donne souvent aussi du volume, et ça, le naturel ne peut pas le donner. Et la synthèse va venir, c'est vrai, remplacer parfois le naturel. Pourquoi? Pour des raisons parfois écologiques. Justement, on parlait du muscle. Le muscle naturel était un muscle issu d'un petit chevrotin de l'Himalaya, le muscle tonkin, qui a été pratiquement exterminé, puisqu'on l'utilisait beaucoup en parfumerie en tant que fixateur de parfum, et les Chinois lui attribuaient des vertus aphrodisiaques. Donc ce pauvre chevrotin a été poursuivi jusqu'à ce qu'on interdise son utilisation dans le parfum. Et c'est grâce à la chimie qui a commencé à synthétiser des molécules qui étaient présentes dans les extraits du muscle tonkin, et puis de nouvelles molécules, puisqu'il y a de très nombreux muscles. Protection, par exemple, du bois d'Inde. Quand certaines espèces végétales sont menacées écologiquement, on les interdit, il faut bien les remplacer, c'est la synthèse qui le fait. Les allergènes, juste un petit mot, pourtant on pourrait en dire beaucoup. Il y a une nouvelle législation qui a transformé la vie des parfumeurs, qui interdit l'utilisation de certaines matières premières, ou en tout cas de ne pas dépasser certaines teneurs à cause d'allergènes qui seraient présents. Et les allergènes, eh bien, on les trouve hélas le plus souvent dans les matières premières naturelles que dans de la synthèse. Et donc il n'est plus pensable aujourd'hui de formuler sans un ordinateur équipé d'un solide logiciel qui coûte très cher et qui est mis à jour régulièrement tous les mois, qui tient compte de la législation. Et le logiciel, dès que vous rentrez votre formule, vous sort un warning puisque vous avez dépassé telle teneur, telle ou telle teneur. Donc c'est extrêmement important, et c'est ce qui explique la reformulation de beaucoup de parfums, puisque qui était sorti avant une certaine législation, et bien pour qu'ils soient conformes à la législation, soi-disant pour protéger le consommateur, et bien on interdit ça. Donc il faut reformuler. Parfois ça se fait facilement, rarement, mais souvent on est obligé de passer donc par la synthèse. Et puis, il y a des plantes qui ne livrent pas leur parfum, et donc il n'y a pas d'extrait naturel de muguet, de jacinthe, de lilas, il n'y a pas d'extrait naturel de fruits utilisés en parfumerie, il n'y a pratiquement aucune note verte utilisée. J'entends naturel utilisé en parfumerie, et grâce à la synthèse, on pourra donc retrouver ces différentes notes. Et puis, bien entendu, on le sait tous, c'est pour des questions de baisse de coût. Hein, on va remplacer le naturel pour baisser le coût de la formule. Et dans un brief de parfum, quel qu'il soit, même pour le parfum de luxe, le premier paramètre, c'est le prix de revient de la formule. Hein, donc, et c'est là où on doit faire très attention, parce qu'il y a la dérive que l'on connaît tous, c'est-à-dire qu'au lieu que la synthèse vienne aider, magnifier, compléter le naturel, eh bien on se retrouve avec souvent des parfums qui sont beaucoup plus riches en synthèse qu'en naturel. Donc il faut choisir ces parfums. Donc
La composition d'un parfum, très rapidement, c'est de l'alcool. On dira très schématiquement 80% d'alcool, 10% de concentré, mais ça va dépendre des parfums, bien entendu. Dans ce concentré qui est l'âme du parfum, eh bien, on va retrouver des matières premières naturelles, surtout des végétales, un petit peu quelques matières animales, elles n'ont plus le vent en poupe, hélas. Donc on pourra citer l'ambre issu du cachalot. Et plus il y a de cachalot vivant, plus il y a d'ambre, puisque c'est lui qui le rejette par des voies naturelles. Et contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas pour des questions de protection animale qu'on les interdit, c'est pour des questions de coût. Et la civette, petit chat éthiopien, le castoreum et la cire d'abeille dans les matières premières animales qui étaient beaucoup plus utilisées dans les beaux parfums. Les beaux garlins sont bourrés de matières premières animales. La matière, et bien entendu, c'est composé de matières premières de synthèse, deux types de matières premières de synthèse, les identiques natures, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans la nature, hein, le menthol, on le trouve dans l'essence de menthe, la vanilline, dans la gousse de vanille, et ce qu'on appelle les artificiels, donc ce sont des molécules inventées, mises au point par les chimistes pour donner de nouvelles odeurs et compléter la panel du parfumeur. Donc, le parfum donc, évolue donc, avec la chimie, on l'a dit, depuis maintenant plus d'un siècle, et c'est grâce à ces découvertes de nouveaux corps odorants, donc de nouvelles molécules, que l'on pourra innover en parfumerie, et tous les grands parfums, pratiquement, sont issus doivent leur succès aux grandes découvertes de la parfumerie. Première touche, s'il vous plaît. Donc, oui, on peut parler de molécules révolutionnaires parce qu'elles ont carrément changé la parfumerie. On va commencer par la coumarine. Alors, la coumarine, donc, ça a été découvert en 1868. J'ai mis à chaque fois, pour avoir un petit ordre d'idée, le prix au kilo, 21 € au kilo. Et la coumarine, c'est ce qu'on appelle donc un identique nature. On va trouver la coumarine à l'état naturel dans des extraits de fève tonka, dans le foin, dans le mélilo, dans le liatrix, dans la flouve. Hein. Et grâce à la découverte de cette molécule, eh bien la chicissime maison Houbigant, en 1884, a pu donc créer son fameux fougère royale, qui sera le premier parfum, le premier de la longue famille, de la grande famille des fougères, grâce à la découverte de la coumarine. Sans cette découverte, sans cette molécule de synthèse, fougère royale, qui est encore une référence dans la parfumerie, n'aurait jamais pu être découverte. Alors, vous savez comment on sent, hein, évitez de toucher avec le bout de la mouillette son bout de nez, sinon vous allez vous polluer le nez jusqu'à la fin de la soirée. On respire doucement et c'est pas la peine de respirer jusqu'au bout comme ça, donc petite touche. Et quand on est saturé, eh bien on sent une odeur neutre, et son odeur neutre, c'est sa propre odeur. On sent son bras, sa peau, son vêtement, et on repart dans l'olfaction. L'olfaction qui demande normalement, mais là c'est pas un cours, beaucoup de concentration. Alors très rapidement, les principales facettes de la coumarine, donc c'est, vous l'avez vu sans doute, une note très tabac, amandée, lactée. Donc la coumarine, touche suivante, merci. Voilà. Essayez de garder cette touche de côté pour la comparer à celle qui arrive. Là. Donc la coumarine est très utilisée en parfumerie. Elle est très utilisée pour des notes fougères, hein, pour des parfums fougères, mais également pour les orientaux et pour donner dans tous les parfums gustatifs, gourmands, la coumarine est là. Et là, on vous fait passer un extrait de fève tonka. C'est là-dedans qu'on a découvert cette coumarine qui est présente. Donc l'absolu de fève tonka, le tonka est un arbre au Venezuela et on va extraire ces fèves, les fèves de cet arbre, et c'est l'absolu de fève tonka. Donc là, vous avez le naturel, vous avez eu la synthèse, la coumarine en première touche, et qui est beaucoup plus monolithique, et là, vous avez l'absolu de fève tonka, qui est une matière première noble de la parfumerie, hein, et cette fève tonka, elle est très facettée. On va retrouver les facettes de la coumarine que vous avez senti
précédemment, mais c'est quelque chose de beaucoup plus facetté, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus riche, et avec un côté plus liquoreux et plus animal. Souvent, dans le marketing des marques de parfums, dans le discours, on vous parle de fève tonka, et en fait, souvent, c'est de la coumarine qui est utilisée, qui est beaucoup moins chère que la fève tonka, mais beaucoup moins belle. La fève tonka, on va la retrouver en alimentaire. Vous savez qu'en gastronomie, on met de la fève tonka de partout. On ne peut pas aller trop fort en extrait en coumarine en alimentaire parce qu'elle est très réglementée. Voilà. Donc, maintenant, donc, la coumarine a été vraiment une des grandes découvertes de la chimie de synthèse. Là, on va passer à la vanilline. La vanilline a carrément révolutionné. La vanilline, c'est encore utilisé, c'est produit par milliers de tonnes. Hein. Donc, c'est un identique nature, c'est-à-dire qu'on va la retrouver. Alors, celle-là, on va la comparer avec la matière première naturelle après, hein, qui sera la touche suivante. La vanilline, donc, elle a été découverte en 1860, chère, hein, 17 € le kilo, donc elle est très marquante. Et donc, on va la retrouver dans différentes plantes. Dans la gousse de vanille, où elle est présente à environ 2-3%. Hein. On va retrouver la vanilline donc, dans le benjoin et dans beaucoup de fruits, mais dans les fruits, c'est sous forme de traces. Et donc, la vanilline est donc très utilisée et elle a une facette très gourmande. On dira qu'elle est très balsamique au sens du baume. Donc, les notes balsamiques, c'est une famille aussi. Un côté très poudré et très dragé, amandé. Et cette vanilline, eh bien, on va l'utiliser pour la première fois, c'est Jiki. Guerlain a réussi à créer Jiki en 1889 grâce à la vanilline. Sans la vanilline, Jiki, qui est un parfum qui marche encore aujourd'hui, plus d'un siècle après, a pu être créé grâce à la vanilline, grâce également à la coumarine, mais c'est une teneur en vanilline qui est extrêmement importante. Ce qui ne veut pas dire que Jiki, c'est uniquement de la synthèse. Encore une fois, Jiki, ça a pu être créé, c'est une création qui est absolument extraordinaire, qui est encore actuelle. Mais dans Jiki, il y a beaucoup de vanilline, il y a de la coumarine et il y a aussi de belles matières premières naturelles, bien entendu. On estime que donc, Jiki en 1889, eh bien, c'est le début de la dénaturation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les parfums imitaient des plantes, des fleurs, des choses de la nature. Et pour la première fois, on considère que Jiki arrive comme une fracture. Eh bien, c'est quelque chose d'abstrait, donc c'est dénaturé. Et c'est, pour la première fois, on va parler d'expression artistique pour les parfums, alors que jusqu'à présent, la synthèse était très mal vue, était considérée comme quelque chose de très vulgaire et d'inutilisable. Mais Jiki, quand même, profite d'une période très intéressante pour sa promotion. C'est l'année, Jiki va sortir l'année de l'inauguration de la Tour Eiffel, et Jiki va sortir en pleine période de l'impressionnisme, et donc tout ça va aider Jiki à passer ce cap et d'être reconnu. Oui, touche suivante. On l'a déjà. Ça y est ? Elle est en cours. Voilà. Donc là, c'est la vanille, une très belle vanille naturelle. C'est bien entendu les gousses de vanille qui vont être extraites au solvant. C'est plus le même prix que la vanilline, on est à 2500 € le kilo, donc c'est beaucoup plus élevé. Mais la vanilline va apporter, la vanille, on va retrouver dans la vanille les facettes de la vanilline, qui est la molécule principale qui est responsable de son odeur, mais dans la vanille, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de beaucoup plus riche, de beaucoup plus facetté, et avec ce côté animal. Il y a un côté également pharmaceutique hein, dans l'absolu de vanille. C'est une belle vanille blonde de Madagascar que vous sentez là.
On peut passer à la touche suivante. On est à quoi? Alors, l'éthylmaltol, là aussi, ça va être ce qu'on appelle une molécule gourmande et qui a été découverte en 69. Et grâce à cette molécule, cette nouvelle molécule, l'éthylmaltol, il va y avoir la création du fameux Angel de Thierry Mugler en 92. Angel, c'est de belles matières premières naturelles et c'est ce côté gourmand, ce côté barbe à papa apporté par l'éthylmaltol. Et Angel est un tel succès qui va ouvrir une sous-famille dans les orientaux. C'est un oriental gourmand. C'est le premier oriental gourmand, donc en 92. Et bien entendu, comme dans tous les parfums qui ont beaucoup de succès, il va faire beaucoup de petits. Toutes les marques vont sortir pratiquement leur oriental gourmand. On a eu tout de suite, pas longtemps après, Lolita Lempicka, qui est un petit Angel, qu'on le veuille ou non, et tout le monde a sorti son oriental gourmand. Donc 17 € le kilo, c'est pas cher, c'est très marquant. Quand on dit que c'est très marquant, c'est-à-dire qu'il en faut une petite quantité pour avoir ce côté gustatif, ce côté gourmand. Et c'était le sujet du brief de ce parfum. C'était une odeur à la fois donc gustative, type barbe à papa, mais avec le luxe d'un vrai oriental. Donc le luxe sera apporté par de la vanille, par de la fève tonka, et le côté gustatif sera poussé par l'éthylmaltol qu'on va retrouver dans beaucoup de parfums aujourd'hui. C'est bon l'éthylmaltol? Voilà. Donc là aussi, on n'a pas le temps d'étudier olfactivement ces différentes facettes, mais c'est le travail dans les écoles de parfumeurs, c'est d'apprendre à disséquer olfactivement la matière première, à pouvoir mettre des mots sur les différentes facettes, et en sachant qu'on ne sent pas tous de la même manière, puisque pour des raisons physiologiques d'une part, et puis pour d'autres raisons dont je parlerai tout à l'heure. Donc, touche suivante, c'est la calone. Là, on change, c'est une nouvelle molécule, créée en 1974, donc relativement récemment par les laboratoires Pfizer, et c'est la molécule marine par excellence. Marie-Jo, si je vais trop vite, tu me ralentis. Donc, la calone est une véritable révolution. La découverte de la calone va ouvrir une nouvelle voie olfactive de la parfumerie avec les parfums marins, les notes marines, les notes aquatiques. C'est grâce à cette calone. On va l'utiliser. Les premiers grands parfums qui l'ont utilisé et qui l'ont fait connaître, c'est l'Odyssée d'Issey Miyake, c'est Kenzo également, où on va retrouver cette note marine. Et de là est partie, depuis sa création, toute cette, c'est le cas de dire, cette vague de parfums marins, mais on n'utilise pas la calone uniquement pour faire des parfums à note marine, mais on peut utiliser la calone pour des fruits d'eau, pour des reconstitutions des fruits d'eau, c'est-à-dire reconstitution de melons, de pastèques, puisqu'il y a ce côté aquatique, côté transparent, cette légèreté, et on va l'associer par petites touches dans des formules pour des fruits d'eau, ou même également pour des notes fleuries, type jacinthe, type muguet, des notes fleuries dont les extraits naturels n'existent pas. Eh bien, d'apporter une petite touche de calone va donner ce côté rosé au sens de la rosée du matin. Et donc, ça a été une très grande découverte. La gamma-indécalactone, s'il vous plaît, c'est la touche suivante. Gamma-indécalactone, c'est aussi grâce à elle qu'on va avoir une nouvelle famille de parfums, les fruités, les notes fruitées. Et c'est grâce à cette gamma-indécalactone appelée aldéhyde C14, alors que ce n'est pas chimiquement un aldéhyde, mais ça fait partie des nombreux non-sens chez les parfumeurs. Donc, c'est une note pêche.
Hein. Là, pour le coup, c'est un identique nature. Les précédentes calones n'existent pas dans la nature. Ce sont des molécules artificielles qui ont été inventées. Celle-là, elle a été découverte dans différents fruits, dans beaucoup de fruits, comme la pêche, l'abricot, le fruit de la passion. Et c'est grâce à la gamma-indécalactone que Garlin va créer son fameux Mitsuko en 1919, plus tard suivi de Femme de Rochas, et toute une pléiade de parfums fruités. Et encore aujourd'hui, puisque toutes ces années ont montré la recrudescence de notes fruitées, notamment quand on veut faire un parfum pour jeunes, pour Lolita, eh bien, on demande du fruité, encore du fruité. Et donc, et je vous le disais, il n'y a pas d'extrait naturel de fruits pour les notes fruitées. Ce sont des reconstitutions, dont cette fameuse gamma-indécalactone qui est très utilisée, qui n'est pas chère, donc personne s'en prie, et qui va avoir l'avantage d'agir en fond de parfum. Hein. Ce qui n'est pas le cas toujours des notes fruitées qui vont agir en tête. Et on va perdre, au fur et à mesure que le temps passe, on va perdre cette note fruitée du parfum. Et grâce à la gamma-indécalactone, aldéhyde C14, entre autres, hein, il n'y a pas qu'elle, on va retrouver cette note fruitée. Et vous voyez qu'il y a un côté très noyau de pêche, très carton, très taillure, hein, de crayon. Donc, et on pourrait en dire beaucoup plus. Et ça a permis donc d'ouvrir une nouvelle famille de parfums. L'édione, maintenant, la fameuse édione, donc, qui est utilisée par tonnes. Lorsque vous visitez des usines de fabrication de parfums, de production de parfums, donc il y a des centaines et des centaines de petits flacons qui sont des matières premières qui vont être utilisées pour la fabrication des parfums. Et puis pour l'édione, ce sont des cuves qui sont des cuves de plusieurs tonnes. L'édione, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'édione, c'est un identique nature, ça a été découvert donc en 62, et c'est à l'état naturel dans les feuilles de thé noir et dans de l'immortel, entre autres, mais sous forme de traces. Et l'édione, ça a été découvert et ça a permis la création de Eau Sauvage en 66, Dior. Et à cette époque-là, tout le monde se demandait ce qu'il pouvait y avoir dans Eau Sauvage. Parce que l'édione, c'est un très bon exemple de matière première de synthèse qui est jolie, qui est d'ailleurs agréable, hein, et qui a un côté très naturel, alors que c'est de la pure synthèse, et qui a ce côté à la fois fleuri, plutôt fleur blanche, mais un petit peu comme quand on rentre chez un fleuriste. Hein, il y a ce côté multifleur, un côté transparent, un côté rosé, humidité. Hein. Et surtout, l'édione va garder cette légèreté, cette transparence, va la garder dans le temps. Et ça, c'est impossible avec du naturel. Le plus beau jasmin, le plus bel ylang-ylang ne pourra pas donner cette transparence, cette légèreté et cette ténacité en plus. Car si vous gardez cette touche d'édione, vous pouvez la ressentir demain, après-demain, vous ressentirez cette note légère, fleurie, fleur blanche, transparente, aqueuse. Et c'est impossible d'obtenir ça avec du naturel, si beau soit-il. Donc l'édione a été une véritable révolution. Au début, c'était un captif, comme on dit. Hein. C'était donc une molécule qui a été réservée à Dior, à Eau Sauvage, et puis ensuite qui a été libérée, comme on dit, c'est-à-dire qui a été vendue à tous les parfumeurs et depuis longtemps. Donc, et l'édione, beaucoup de parfums, on ne peut pas dire la majorité, mais énormément de parfums comportent de l'édione parce que c'est un côté très pratique. Et l'édione, vous pouvez en mettre beaucoup, vous pouvez en mettre 20%, 30%, 40% dans votre formule, et ça va vous donner ce côté naturel, léger, et qui va durer dans le temps. Touche suivante. Alors, je vous disais que l'édione était une révolution, et utilisé sous forme de tonnes. L'ISO est super. On pourra dire que c'est un petit peu l'édione, ce qu'est l'édione en note florale. Et bien là, en note ambrée boisée, on a l'ISOE super. L'ISOE super, c'est utilisé
par tonne. Et c'est une note boisée, vétiver, cèdre, mais avec une facette ambrée et une facette fleurie violette. C'est quelque chose de plutôt agréable qui doit vous être familier puisqu'on le retrouve dans de très nombreux parfums, que ce soit en parfumerie sélective comme en parfumerie de masse. Hein. Et donc, là aussi, bon, on considère par exemple que dans, paraît-il, que dans déclaration de quartier, il y en a 40%. Hein. Donc, ça va là aussi vous donner cette note ambrée, boisée, avec cette transparence et qui va être maintenue dans le temps, qui va être maintenue dans le fond. Et là, encore, aucune note boisée ne pourra vous donner cet effet à la fois de légèreté, de transparence et de ténacité. Donc, hein, je vous disais tout à l'heure, il y a un effet, il y a deux types d'apports olfactifs, la senteur elle-même et l'effet hein, que doit donner la matière première de synthèse. Oui, j'aimerais bien faire l'aldéhyde C11, s'il vous plaît. L'aldéhyde C11 est toute une série d'aldéhydes. Ça ont été découverts en 1903 et pour la première fois, ils vont être utilisés par un parfumeur absolument génial pour la création de Chanel numéro 5. Et c'est donc Chanel numéro 5 qui va nous donner qui va nous faire découvrir voilà. Chanel numéro 5 qui va nous faire découvrir les aldéhydes. Mademoiselle Chanel avait demandé à Ernest Beau, le fameux parfumeur, de créer un parfum floral avec des fleurs, avait-elle dit, artificielles. Elle ne voulait pas qu'il y ait une fleur qui soit plus identifiée que l'autre. Elle ne voulait pas que l'on s'aperçoive qu'il y ait du jasmin ou de la rose. Et donc, Ernest Beau a eu l'idée d'utiliser des aldéhydes, et notamment cet aldéhyde C11, qui a ce côté, comme la plupart des aldéhydes utilisés en parfumerie, un côté, on dira, coriandre fraîche, fer à repasser. Certains sont plus vomis que d'autres, ou cheveux gras. Donc là, ça vous montre bien que ce n'est pas utilisé pour son odeur, pour sa senteur, mais pour son effet. Et ce sont des produits que l'on doit manier avec beaucoup de précautions, qui sont extrêmement violents, et très vite, si on dépasse la dose, on passe du chic au cheap. Parce que c'est donc très utilisé notamment pour tous les produits pour nettoyer les vitres, les sols. Donc on retrouve bien cette note, et souvent les étudiants vous disent, quand on sent en aveugle, qu'est-ce que ça sent, le produit à nettoyer les vitres. Bon. Et en fait, le génie d'Ernest Beau, c'est de se dire, d'avoir essayé ces molécules, notamment donc l'aldéhyde C11, il y a l'aldéhyde C10 dans Chanel numéro 5 et l'aldéhyde C12 laurique, c'est d'avoir mis à côté des matières premières naturelles qu'il y a dans Chanel numéro 5 qui sont extraordinaires. Il y a un jasmin de Grasse, une rose de Grasse qui sont absolument uniques. Hein, et bien d'avoir mis ces aldéhydes, et ces aldéhydes vont donner une puissance, un montant, vont faire éclater la formule du Chanel numéro 5. Alors, ça serait complètement stupide de réduire Chanel numéro 5 aux aldéhydes. D'ailleurs, c'est ce qui a donné le nom à la famille Chanel numéro 5, c'est les fleuris aldéhydés. C'est le premier fleuri aldéhydé. Après, il y a eu coriandre par Corabane, mais le premier, c'est Chanel numéro 5. Et donc là, on a un exemple de matière première de synthèse qui n'est pas utilisé pour sa senteur, mais pour l'effet extraordinaire qu'il va apporter dans la formule. Et on va utiliser ces aldéhydes aussi bien pour des parfums ambrés, pour des parfums fruités, etc., etc. Mais il faut les manier avec beaucoup de précautions. C'est le musc universel. Alors, beaucoup de gens dans le public disent « j'adore le musc » sans trop savoir ce que c'est. Eh bien, le musc, ça n'a plus rien à voir avec les muscs naturels. Celui-ci est le plus utilisé, aussi bien dans la parfumerie de luxe, parfumerie de masse,
que dans les lessives, que dans les assouplisseurs de linge. Et souvent, le public parle de musc parce que c'est ce qui va donner ce côté cocooning dans les lessives et dans les assouplisseurs de linge, notamment la galaxolide qui est en train de passer. Et ça donne ce côté propre. Donc le public associe, grâce aux assouplisseurs de linge, grâce aux lessives, associe le musc à un côté cocooning, propre, sécurité. Et la galaxolide, là aussi, elle est produite par tonnes. Hein. C'est des muscs, il y en existe des centaines sur le marché. Celui-ci donc est le musc universel. On va le retrouver dans beaucoup de parfums et pas que dans la parfumerie américaine, parce que souvent on entend dire que c'est vrai que les Américains adorent toutes ces notes propres et notamment les notes musquées. Quand on formule un parfum pour les États-Unis, on commence par mettre 40% de musc dedans, voire plus. Hein. Et la galaxolide qui a ce côté donc particulièrement donc, musqué, voilà, un musc type. Hein, donc, et à la fois un côté vanillé et comme beaucoup de muscs, un côté fruité hein, en fond. Et le musc, les muscs, ils ne sont pas utilisés parce qu'ils sont souvent, le public est souvent déçu quand on fait se passer du musc et on nous dit ben, c'est ça le musc. Oui, mais le musc, vous gardez cette touche, dans 4 jours, 5 jours, vous allez encore sentir cette note musquée. Aucune matière première naturelle, si belle soit-elle, ne peut donner ça. Hein, donc, et le musc, donc, les muscs vont servir de fixateur de parfum, vont servir pour donner un sillage. Les parfums à sillage, c'est grâce surtout et beaucoup au musc. Hein, et va donner de la ténacité. Et donc les muscs aujourd'hui, dans la parfumerie moderne, depuis un siècle, c'est incontournable. Alors, je vais peut-être saturé, je pense, parce que quand on n'a pas trop l'habitude, je vais simplement vous faire passer ces matières premières qui sont à votre disposition, comme celles que vous avez senties. Donc, pour ceux qui sont amusés, qui veulent sentir ces matières premières, n'hésitez pas à venir et à tremper les touches olfactives. Là. Donc, j'avais préparé l'alpha iron. Donc, c'est quelque chose de très cher, c'est floral et c'est la matière première responsable de l'odeur de l'iris. L'iris, qui est la matière première sublime de la parfumerie. Hein, donc, il y a également un iris absolu. Hein, vous savez que l'iris, ça coûte très cher, 10 000 € le kilo, parfois 20 000, 30 000, 40 000. Il y a des iris qui coûtent 50 000 € le kilo. Il faut 3 ans de séchage pour permettre une transformation enzymatique dans les racines d'iris pour avoir ce développement d'alpha et de bêta-iron. Donc, vous pourriez sentir l'alpha et le bêta-iron, enfin, l'alpha-iron, pardon. Donc, l'alpha-ionone, donc, elle a été découverte en 1947, elle a révolutionné également la parfumerie. C'est une note typiquement violette. Hein. C'est grâce à l'alpha-ionone que Coty a créé son fameux Origan en 1905. Et c'est l'alpha-ionone à ce côté violette, fruité, fruits rouges. Et c'est typique de la vieille parfumerie. C'est utilisé beaucoup dans les formules aujourd'hui, mais c'était utilisé en masse dans les parfums qui font, comme disent les jeunes, vieille peau. Hein. Donc, oui, à l'école parfumerie, ils disent ça. Hein. Et qu'est-ce que vous passez là? L'iris. Alors, l'iris déçoit aussi parfois, parce que l'iris on dit que c'est la matière première des connaisseurs. C'est une matière première que tout le monde ne peut pas aimer, ne peut pas apprécier. Et on va le retrouver dans l'iris, cette facette racine, puisque vous savez qu'on n'extrait pas les fleurs, mais les rhizomes d'iris. Hein. Donc on va retrouver la facette racine, une facette fleurie violette et une facette très poudrée dans le véritable extrait d'iris. Il faut bien se dire que là vous sentez des matières premières en pur qui sont diluées à 10% dans de l'alcool, mais vous ne sentez que cette matière première. Après, c'est au parfumeur d'imaginer ce que ça apporte dans une formule.
Hein, donc on va pas l'utiliser pour une facette racine. Attends.